La pédiatrie, pour moi, est la spécialité médicale fondamentale. On a l'impression, quand on fait de la pédiatrie et qu'on s'occupe comme il faut de l'enfant, de bâtir une nation à chaque fois. On bâtit une population saine et on laisse quelque chose en héritage. Docteur Jean-Claude Four. Né en Haïti, mon invité est médecin spécialisé en cardiologie pour enfants. Fondateur et directeur de la première unité de cardiologie fœtale, il a été un des pionniers dans cette discipline au Québec. En plus d'enseigner la médecine à l'Université de Montréal, il a piloté un projet d'amélioration de l'enseignement de la pédiatrie à l'Université d'Haïti. Conférencier reconnu, chercheur renommé, il a été décoré à de nombreuses reprises. Mon invité, Dr Jean-Claude Four. Docteur Jean-Claude Four, merci de nous accueillir sur votre lieu de travail. Où sommes-nous en ce moment? Ici, là, nous sommes donc à l'hôpital Sainte-Justine, comme vous le savez, mais dans la salle de conférence de la cardiologie pédiatrique, notre service de cardiologie pédiatrique. Ça me fait plaisir de vous accueillir, M. Sanon et l'équipe, et passer un moment ensemble. Que représente ce lieu pour vous? Mais ça, c'est une question importante, sincèrement, parce que c'est une partie de ma vie, qu'on le veuille ou non. J'espère que mon épouse ne sera pas jalouse, mais c'est vrai que Sainte-Justine m'a accueilli en 1960. J'hésite toujours à donner cette date parce que finalement, je suis en train de trahir mon âge et de le mettre au courant, mais tout le monde le sait. Donc, et depuis ce temps-là, ils n'ont pas fait que m'accueillir parce que j'étais venu pour 1 an. J'ai quitté Haïti comme bon nombre de mes compatriotes pour compléter une formation en pédiatrie. J'avais déjà fait 2 ans à l'hôpital général de Port-au-Prince et j'arrive pour 1 an de pédiatrie, compléter cette formation ici. Et la raison pour laquelle on venait, c'est effectivement pour être sûr d'être bien formé. C'était pour ça. Et après 1 an, effectivement, je l'étais, mais 1960, donc, Haïti n'était pas particulièrement très hospitalière en ce qui concerne les individus formés, les médecins, certaines élites dites intellectuelles ou pas. Bref, je recevais régulièrement du courrier de mes parents, de ma mère en particulier, qui insistait « si tu peux passer encore 1 an ». Bon, ça va peut-être s'arranger, passer 1 an. Je vais voir, j'ai dit je ne suis pas sûr du tout, mais je vais voir. Je vous raconte ça parce que c'est quand même important. C'est que je suis allé voir la direction de la pédiatrie, ça faisait déjà 6 mois que j'étais là, et sur les 6 mois, ils ont pu juger un petit peu la formation que j'avais eue avant pour savoir si ça vaut la peine de donner une année supplémentaire. Ils m'ont dit oui sans aucune hésitation. Ça a été un oui. J'oublierai jamais ça. C'est le point de départ. Le deuxième point, c'est que dans cette formation supplémentaire d'1 an, que les locaux ici la font habituellement, 4 ans, donc au lieu de 3, c'est 4 ans, il y a évidemment la visite de ce que nous appelons la surspécialité. Il y a la pédiatrie, mais les surspécialités sont évidemment la cardiologie pédiatrique, la gastro-entérologie pédiatrique, la pneumologie pédiatrique, tout ce qui concerne les différents systèmes. Et donc on apprend un petit peu plus comment ça se passe dans ces différents systèmes. Et j'ai été fasciné, vraiment fasciné. Ça a été une révélation à mon stage de cardiologie pédiatrique. Le reste, comme on dit en anglais, c'est de l'histoire. Comment s'est développé votre intérêt pour les sciences en général, puis pour la médecine en fait? Je ne suis pas très original à ce point de vue-là. Je peux même dire que je n'ai pas beaucoup de mérite, vraiment, sincèrement. Mon père était médecin. Il a eu 2 fils, Paul. Lui va en médecine. Et je restais là, me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'avais là donc cette espèce d'exemple devant moi. Et je dois vous avouer sincèrement, et je le répète tout le temps, il y a mon père, pour lequel j'ai une admiration, je le cite tout le temps dans mes conférences, internationales ou pas, mon père, et il y a aussi mon frère. Paul est mon guide, il est encore mon guide, parce qu'il, pour moi, il représente mon père. Pas seulement pour les responsabilités qu'il a, en fait, la façon dont il m'a guidé,
en médecine, pour commencer, pour que je rentre là, et par la suite, parce que c'est un homme extrêmement mature. Paul, je trouve parfois que c'est quand même assez ironique, j'allais dire injuste, mais disons ironique, que ce soit moi qu'on interviewe, parce qu'il a beaucoup plus de choses à dire que moi. Parce que c'est un monsieur qui pense, qui réfléchit beaucoup, c'est un grand philosophe, mon frère Paul, qui est au Québec. Hein. Il verra peut-être jamais cette émission, mais je le dis quand même. Donc, je réponds à votre question. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de mérite, parce que j'ai eu ma voix un petit peu facilitée, on va dire comme ça, dès le début, par l'environnement familial. Vous avez un peu répondu, qu'est-ce qui vous, c'est-à-dire, qui vous a poussé vers la cardiologie? Savez-vous, il y a quelque chose de fascinant en cardiologie qu'on ne voit pas nécessairement dans tous les systèmes, peu importe lequel, c'est qu'il y a de la physique hydraulique en cardiologie. On est des plombiers, comprenez-vous. Il y a quelque chose qui m'a fasciné, surtout chez l'enfant, hein, parce que, et c'est d'ailleurs pour ça, enfin, ma carrière en cardiologie a évolué, mais il reste que ce qui se passe dans la circulation d'un fœtus, on va commencer par le fœtus, est propre au fœtus, complètement, mais vraiment, mais il y a un cœur, c'est sûr, il y a des vaisseaux, il y a des artères, il y a des veines, mais la dynamique de cette circulation, c'est le jour et la nuit avec ce qui va se passer après la naissance, premièrement. Mais il faut le savoir parce qu'actuellement, on peut le faire, on peut facilement, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Et en plus, après la naissance, il se passe des choses, une adaptation. Ce qui est fascinant, c'est que cette tuyauterie-là, et puis cette pompe-là, obéit à des règles de physique rigoureuses, que nous oublions parfois parce que nous détruisons ou en tout cas interférons avec cette dynamique normale. Je n'ai pas le temps de vous faire un grand cours, ne vous inquiétez pas, mais c'était ça qui m'a fasciné, c'est qu'il y avait là une analogie avec la vie ordinaire. Je me considère encore aujourd'hui un plombier. Expliquez-nous en quoi consiste la cardiologie fœtale. Oui. Mais vous l'avez expliqué un peu. Oui, non, mais là, c'est une question qu'il ne faut pas me poser parce que vous serez là encore pour je ne sais pas, la nuit, là, un petit bout de temps encore, parce que c'est l'histoire de ma vie, là. Vous savez, un nouveau-né, le nouveau-né qu'on voit, là, et puis qui a l'air beau, et puis les discussions sont là, on dit, mais il ressemble à papa, il ressemble à maman, mon Dieu. Ce nouveau-né de quelques heures, pour moi, la définition, je le répète tout le temps, ça fait rire mes étudiants, un nouveau-né, c'est un ancien fœtus. Si vous ou moi, nous allons chez le cardiologue, parce que nous ne nous sentons pas trop bien, etc. Il va nous faire un questionnaire, il va commencer par savoir qu'est-ce qu'on fait, nos activités, est-ce qu'on est sédentaire, pas sédentaire, etc. Est-ce qu'on a des parents qui font ci, qui font ça, est-ce qu'on fume, toute sorte d'histoire. Il va faire notre histoire d'abord, avant de vous demander d'enlever votre chemise pour vous examiner. Nous voyons un nouveau-né, on ne peut pas faire l'histoire du nouveau-né, il a 1 heure de vie. Et pourtant, il a une histoire. C'est ça. C'est ça la cardiologie fœtale. Il a une histoire. Cet enfant, il a commencé par être un petit fœtus de 2-3 semaines, ensuite 6 semaines. Et tout au long de ces 9 mois de formation, le système cardiovasculaire, comme les autres d'ailleurs, se construisent d'abord du point de vue anatomique et ensuite fonctionnel. Et je dis ça toujours à mes patientes qui sont des femmes enceintes. Il faut comprendre ce qui se passe. C'est votre bébé, c'est dans votre abdomen, il faut comprendre. Vous avez quelque chose entre vos 2 oreilles qui vous permet de comprendre, et c'est comme ça que ça devient facile, important qu'on va pouvoir travailler ensemble. Alors, la cardiologie pédiatrique, moi je suis parti faire mon sabbatique pour pouvoir apprendre la cardiologie pédiatrique. C'est une autre chance que j'ai eue à Sainte-Justine, que j'aurais dû mentionner tout à l'heure. Et là, j'étais déjà donc, patron à ce moment-là, ici. Et j'avais donc un statut, pas d'étudiant, mais de professeur de visiteur, faire un petit peu les centres, quelques centres qui en faisaient déjà, aux États-Unis et en Europe. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et ça allait très vite. Vous savez, je me répète tout le temps que j'ai été bien accueilli.
je ne peux pas me plaindre. J'étais très bien accueilli dans cette institution, mais aussi dans la collectivité québécoise. Il y a mille et une raisons qu'on peut évoquer, puis qu'elles sont probablement toutes bonnes, mais il reste que le fait est là. Le fait est que j'ai été bien accueilli et ça me fait plaisir de voir que quand je reviens, sincèrement, ça me tranquillise, je vais dire. Quand je reviens de mon sabbatique, je fonde cette fameuse unité de cardiologie vitale actuelle. Aujourd'hui, nous sommes 6 cardiologues fétales. C'est parti, c'est comme un fœtus qui devient un être humain et s'évolue. Et je crois avoir fait ce que je peux pour remettre cet extraordinaire accueil, cette qualité de l'accueil que je reçois ici, et d'une forme de gratitude. C'est une forme de gratitude. Et je répète tout le temps qu'actuellement, j'espère avoir encore assez d'énergie, on verra bien, pour remettre aussi à cette université qui m'a formé au départ, qui est l'Université d'État d'Haïti, à Port-au-Prince. Ça, on pourra en discuter après si vous voulez, mais c'est une obligation de ma part. Je n'ai pas le choix. Est-ce que c'était important pour vous de concilier pratique médicale, recherche et enseignement? C'est une importante question en ce qui me concerne, très important. Très important parce que quand on parle d'enseignement et recherche, ce n'est pas obligatoire. On peut certainement être de très bons médecins, puis je ne lève pas le nez sur le fait qu'on peut être une pratique médicale tout à fait adéquate, utile, essentielle. Dieu seul sait, maintenant, on en veut. Tout le monde doit avoir accès aux soins de santé de base, c'est normal. Ceci dit, quand on est dans un contexte comme le contexte du CHU Sainte-Justine, dans une institution universitaire, avec ambiance de formation de pointe, c'est une formation de pointe, c'est une option, on peut prendre comme considération le fait que d'avoir reçu une telle formation nous oblige à la transmettre, nous oblige à une transmission, parce que c'est toujours connu, on évolue à partir de ce qui a été fait avant et on doit aller un peu plus loin tout le temps. Chaque génération, nous devons apporter notre petite pierre à cet édifice. Comment la pratique de la médecine s'est évoluée au cours, je dirais, de ces dernières décennies? Parce que vous avez eu beaucoup d'expérience, vous avez fait beaucoup de recherches, mais les 10 dernières années avec des nouvelles technologies, comment ça? En fait, vous avez prononcé le mot magique, là, c'est que notre médecine clinique a été très influencée par le développement technologique. L'avènement des ultrasons, je prends ça comme exemple. Les ultrasons, l'échographie. Et nous, en cardiologie pédiatrique, elle nous a transformé notre pratique clinique, parce qu'on le voit le cœur maintenant. Et sans risque, il n'y a pas d'irradiation, il n'y a rien. C'est des sons qu'on envoie. On voit le cœur, on voit la circulation, on voit la malformation si elle existe. Vous comprenez? Alors qu'avant, il fallait travailler fort, il fallait écouter attentivement, il fallait poser la question, etc. Bref, ça a changé beaucoup notre pratique. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, dans la formation de base en médecine, on est pour contrebalancer, parce que ça devient trop facile, et parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès à ça, évidemment. Pour contrebalancer cette technologie qui est extraordinaire, ça je ne dis pas, on ne doit pas s'en servir, mais si on veut vraiment faire quelque chose avec c'est un humain qu'on a en face de nous. On a une machine pour nous servir, mais c'est un humain. Donc il ne faut pas qu'on devienne simplement un instrument avec la machine. On fait le diagnostic, bonjour madame, voilà l'affaire. Ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Donc on porte beaucoup l'accent actuellement dans notre formation sur 2 choses. La première, c'est la relation. Si vous voulez savoir comment les choses, c'est très important actuellement, la relation médecin-patient, très fondamentale. Et toutes les choses qu'il faut et qu'il ne faut pas faire. La deuxième chose qui est de plus en plus recherchée en médecine actuelle, et c'est une nouvelle pédagogie d'ailleurs, il y a un service spécial pour ça à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, le CEPAS, qui nous permet d'aller
créer cette curiosité chez l'étudiant parce qu'il va se former tout seul et il va apprendre tout seul à raisonner cliniquement, vous comprenez? Ne pas attendre qu'une machine lui donne une image ou un diagnostic. Donc un médecin doit être capable, avec son raisonnement clinique, arriver à la grosse majorité des cas à faire son diagnostic sans avoir besoin d'une machine particulière pour le lui dire. Il peut ça. C'est pour ça, et l'insistance, c'est qu'on comprenez, il y a actuellement ce mouvement de balancier pour essayer de donner la lettre de créance à la clinique et au raisonnement clinique. Vous avez été décoré à de nombreuses reprises, en outre comme membre de l'Ordre du Québec. Comment vous avez apprécié cette reconnaissance de votre société d'accueil? C'est une question celle-là aussi très importante, hein, vous savez. Parce qu'il y a toujours un questionnement, hein, je reçois, est-ce que je redonne assez pour que l'individu qui m'a donné d'abord a l'impression d'avoir fait quelque chose de valable, qu'il a semé, puis il y a quelque chose qui a poussé, vous comprenez? Et quand quand je reçois de cette société qui m'a d'abord donné cette espèce de reconnaissance de mon activité, ça me tranquillise. Honnêtement, ça me tranquillise. J'ai dit, bon, j'ai fait peut-être quelque chose, finalement, un effort pour pouvoir faire face et être à la hauteur de cette générosité de leur part. C'est très important pour moi, très, très important. Et je remercie d'ailleurs la communauté québécoise là-dessus encore, pour ça. Très important. Compte tenu de votre parcours professionnel, de nombreuses choses que vous avez réalisées, est-ce que vous aimez ce que vous faites en ce moment? La réponse, c'est un oui très catégorique. Hein. Ça fait partie de mes chances et de mes privilèges. Que je me lève le matin, parce que là, je suis en ce qu'on appelle une retraite progressive. J'ai demandé ça de ma faculté, mais qu'ils me permettent de terminer mes dossiers. J'ai un certain nombre de projets de recherche qui ne sont pas terminés, pas de problème. Ils me permettent de le faire. C'est pour ça que j'ai encore un bureau, malgré l'âge avancé, et que je fais ce que j'ai terminé. Je me sens très privilégié parce que je fais des choses que j'aime. Les gens me disent tout le temps, et ça me finit par m'agacer, hein, me disent tout le temps, mais tu es à la retraite, puis tu retournes à l'hôpital, tu ne peux pas t'en passer. C'est pas que je ne puisse pas m'en passer, c'est parce que j'aime ce que je fais. C'est un grand, grand, grand privilège, ça. Je ne peux pas oublier Haïti. Je suis né en Haïti. Et la raison principale pour laquelle je ne peux pas oublier Haïti, c'est que je sais l'histoire de mon pays.